C'était donc là la deuxième scène située plus profondément, qui avait agi comme trauma et laissé derrière elle un symbole mnésique. D'où venait donc l'efficience de cette scène? Je demandais, qu'est-ce qui est antérieur dans le temps? Cette scène-ci ou celle avec l'entremets brûlé? C'est la dernière scène qui est antérieure. Et ce, presque 2 mois. Pourquoi cette défense prononcée par le père a-t-elle été, pour vous, un crève-cœur? Le blâme n'était pourtant pas dirigé contre vous. Ce n'était tout de même pas correct de rabrouer un vieux monsieur qui est un ami cher et de plus un invité. On peut aussi bien dire ces choses-là calmement. Alors, ce n'est que la forme violente employée par votre patron qui vous a blessé. Étiez-vous peut-être gêné pour lui? Ou avez-vous pensé, si pour une telle peccadille il peut se montrer si violent envers un vieil ami et invité, comment serait-il seulement envers moi si j'étais sa femme? Non, ce n'est pas cela. Mais c'était tout de même à cause de la violence. Oui, à cause des enfants qu'on embrasse. Il n'a jamais aimé cela. Et voici qu'émerge de nouveau sous la pression de ma main le souvenir d'une scène encore plus ancienne qui fut le trauma proprement efficient et qui avait conféré à la scène avec le chef comptable son efficience traumatique. Quelques mois plus tôt encore, il était arrivé qu'une dame amie venue en visite avait embrassé, en prenant congé, les 2 enfants sur la bouche. Le père, présent à la scène, prit sans doute sur lui de ne rien dire à la dame. Mais après le départ de celle-ci, sa colère se déchaîna contre la malheureuse éducatrice. Il lui déclara que si quelqu'un embrassait les enfants sur la bouche, il l'en rendrait responsable, qu'il était de son devoir à elle de ne pas tolérer cela et qu'elle manquerait à ses devoirs si elle le permettait. Si cela devait se reproduire, il confierait l'éducation des enfants à d'autres mains. C'était l'époque où elle se croyait encore aimée et attendait une répétition de cette première conversation amicale. Cette scène-ci brisa ses espoirs. Elle se dit, si pour une chose aussi infime, et alors que je suis de surcroît complètement innocente, il peut se déchaîner ainsi contre moi, me faire de telles menaces, c'est que je me suis trompée. Ainsi, il n'a jamais eu le sentiment, tant soit peu chaleureux pour moi. Ceci lui aurait inspiré plus d'égards. Manifestement, c'était le souvenir de cette scène pénible qui lui revint lorsque le chef comptable voulut embrasser des enfants et fut roudoyé par le père. Il était vraiment en train de casser avec tous ses maîtres à un moment-là, et son père aussi en train de mourir. Et puis c'est intéressant aussi le rapport avec ce qu'il dit à propos de Bernheim et de Diego. Oui. Je trouve ça tout à fait intéressant. Il dit, j'en avais assez de répéter quelque chose à quoi je ne croyais plus. Ouais. N'est-ce pas? Il était censé répéter, vous allez dormir, dormez, puis si la personne disait, mais docteur, je dors. Oui, mais c'est pas dormir comme d'habitude, c'est autre chose, etc. Il devait répéter des phrases auxquelles il ne croyait plus. Oui. Et il en avait assez. Oui, et on voit dans ce cas-là la fin de l'hypnose, mais le but, il reste le même que dans l'hypnose. C'est-à-dire, le but, c'est la catharsis, et le but, c'est de se rappeler de souvenirs oubliés, le but, c'est de nettoyer quelque chose qui a été fait autour du trauma. Mais tout simplement, il en a marre de cette histoire d'hypnose et il veut tout simplement discuter avec la patiente et arriver au même... C'est un peu le début de l'association libre, mais un peu dirigé, libéro-dirigé, parce qu'il... Ah oui, Amy Fonen, qui l'a vraiment mis dans l'association libre, a dit « Écoutez, laissez-moi dire ce que j'ai à dire. Cessez de m'interrompre, cessez de me poser des questions. » Là, on le voit avec le signifiant odeur, fumée. Il relie ça à des souvenirs, on voit les associations qui sont faites, donc il induit aussi de manière un petit peu autoritaire. Oui, c'est ça, et je pense qu'il travaille beaucoup trop sur la défense, c'est-à-dire sans la nommer. C'est-à-dire que, voilà, si la chose ne marche pas, si ça ne vient pas à jour, c'est parce que le patient se défend
de souvenirs. D'ailleurs, il appelle enfin, hystérie de défense. Voilà, c'est-à-dire qu'il travaille trop sur la défense. Bon, et je pense qu'il n'avait pas d'autres instruments. C'est le contexte. Voilà, c'est-à-dire, c'est la défense. Mais dès que le patient, même dans l'hypnose, ne marchait pas, il force un peu la défense, puis après il a vu que ça servait à rien de forcer là-dessus, qu'il n'allait pas obtenir le résultat escompté, donc il essaye de trouver, il fait un pas de côté, en essayant autre chose, mais toujours en travaillant sur la défense. Bon, mais le lien entre la sensation de dessert brûlé et puis l'événement, ça c'est pas lui qui l'a. Ça vient quand même de la patience. Oui. Mais si ça ne, c'est-à-dire si c'est comme des pièces d'un puzzle, si ça ne va pas dans le bon sens, il dit là vous résistez, donc il travaille beaucoup sur la défense résistante du patient. Mais là il ne parlait pas encore de résistance, mais non, il parlait de volonté. Il ne nomme presque pas, mais disons que le mécanisme, on sent bien qu'il y a une espèce de confrontation entre le savoir du maître et la maladie du patient. Donc, il y a une confrontation tout le temps. Et il y a toujours cette recherche de l'occulte et l'idée que le patient s'oppose à révéler l'occulte, mais toujours il y a plusieurs occultes, un derrière l'autre. On a l'impression qu'il arrive à une conclusion, la patiente lui dit quelque chose, ça le satisfait, mais pas complètement. Il n'est pas complètement satisfait et il veut aller un peu plus loin. Et là, ensuite, il continue la recherche et il va... D'ailleurs, il parle pratiquement de deux types de symptômes à un certain moment. Ou deux types, oui. Le premier, c'est le dessert brûlé et le deuxième, c'est le cigare. Le cigare. Et chacun est associé à un traumatisme. Et pour lui, le traumatisme le plus significatif, c'est le plus ancien. Et ça, dans le cas Caterina, ça sera la même chose. Dans le cas Caterina, il y aura deux types de traumatismes. Il parle des facteurs traumatiques, c'est le primaire, primum movens, et puis les facteurs accessoires qui font que répéter, c'est une sorte d'après-coup, enfin. Il amène un peu déjà ces théories autour de l'après-coup, je trouve. Quel est l'accessoire ? Mais l'accessoire, là, dans le cas-là, il y a la remontrance, il y a la dame qui embrasse ses enfants, puis après le patron fait une remontrance. Si ça se reproduit, vous êtes chassé, ça c'est le traumatisme, si j'ai bien compris. Et puis ensuite, l'accessoire, c'est ce qui se repasse avec le comptable qui veut embrasser les enfants. Oui, mais je pense qu'il parle d'accessoires parce que ça fait revivre. Avant ça, ça c'est un deuxième moment. Dans un premier moment, il découvre un peu ce groupe d'idées autour de l'entremêle brûlé et c'est il parle de l'accessoire et puis après il arrive au facteur primaire. Le premier événement, c'est autour de l'entremêle brûlé, c'est cette émotion lorsque les enfants disent non. La lettre, ça sera pour ton anniversaire. D'ailleurs, ce n'est pas un traumatisme, c'est une émotion forte. Et ce n'est même pas désagréable. C'est presque touchante, même si ça une référence à quelque chose de désagréable, puisque c'est la mère qui est morte et elle doit remplacer. Et elle sent déjà que peut-être elle ne pourra pas remplacer la mère. Peut-être qu'il y a quelque chose de désagréable là. Il parle entre le traumatisme et l'émotion forte et que serait ça l'origine de ce symptôme d'entremêle brûlé. Ensuite, il y a le deuxième symptôme qui est antérieur, c'est toujours comme ça chez Freud, ça veut dire celui qu'il découvre en deuxième, c'est le premier chronologiquement, et c'est le plus important aussi chronologiquement, c'est là que ça entre la question du cigare avec la grosse déception qu'elle a eue de voir que le patron, elle a pu avoir l'illusion que son patron était prêt à avoir une relation avec elle, et puis quand il l'a engueulée, elle a vu qu'elle s'était trompée. Cette structure, elle est exactement la même que dans le cas suivant avec Katharina, où il y a deux moments difficiles. Le premier qu'il découvre, c'est lorsqu'elle elle voit l'oncle ou le père avec la nièce,
la nièce du père, n'est-ce pas, qui est en train d'avoir un rapport sexuel avec la nièce. C'est le premier traumatisme. Et le deuxième traumatisme, c'est lorsque Freud découvre que Le plus ancien. le père, c'est le deuxième qu'il découvre dans l'analyse, mais qui est le premier chronologiquement. C'est la séduction. C'est lorsque le père voulait coucher avec Katharina. Mais si on a une lecture structurale de la théorie de Freud, en tout cas à ce niveau-là, du reste après il le reprend en disant que c'est des couches. Hein, les couches comme dans Comme l'archéologie. Comme l'archéologie. C'est ça. La théorie qu'il a, c'est des couches. C'est-à-dire, il y a une couche, l'autre couche, Oui, et jusqu'à arriver au cœur. Mais si on fait une lecture, ce que disait l'occulte qui cache un autre occulte, qui cache un autre occulte, si on fait une lecture lacanienne, c'est-à-dire que c'est une chaîne de signifiants, c'est-à-dire qu'on découvre la chaîne de signifiants du patient et la valeur que le patient ou même le thérapeute ou les deux vont donner à chaque signifiant qui revient. Qui revient ou bien qui s'enchaîne. C'est-à-dire c'est deux structures de lecture de la science. Une qui est diachronique et l'autre qui est synchronique. Et voilà, c'est un qui clair est plutôt synchronique, l'autre qui est diachronique. Oui, il fait la fouille, comme il aimait de l'archéologie. Freud, c'est plutôt diachronique, mais il y a aussi le synchronique. Exactement. Freud, à ce moment-là, il n'était pas souple. À certains moments de son œuvre, il va penser un peu dans ce sens-là où tu parles, n'est-ce pas, de la signification de chaque chose. Là, non. Là, il est vraiment dans une espèce de recherche archéologique, voire évolutionniste, n'est-ce pas, où les couches les plus superficielles sont les plus récentes, celles qu'on découvre premier, que le technicien ou le médecin ou l'archéologue découvre le premier, sont les choses les plus récentes, et puis ensuite on découvre les choses les plus primitives, les premières et les plus importantes qui sont au plus profond. Ensuite, dans la question déjà d'un occulte qui cache un autre occulte, le plus important n'est pas forcément le dernier. Mais l'association libre, c'est rien d'autre que la chaîne de signifiants. C'est un signifiant qui mène un autre signifiant, qui mène un autre. Bon, on la voit un peu comme synchronique, mais ça peut être aussi diachronique. Hein, donc, c'est ça. Mais c'est-à-dire cette association, donc pas métaphorique, métonymique, qui va mener à quelque chose un peu d'inconnu, et des fois même inconnu pour le thérapeute. Mais lui-même, il a l'air de chercher quelque chose qu'il connaît déjà, c'est ça qui est drôle. Alors comment il a vu venir cette histoire de l'amour pour le patron, etc. On aurait dit il connaissait ça. Hein? Mais il l'a vu probablement, il l'a senti à cause de la manière dont cette fille aimait tellement s'occuper des enfants, etc. Et voulait prendre la place de la mère. Il a vu quelque chose. Probablement. Dans tous les théâtres de boulevard, ça arrive ça, n'est-ce pas? Oui. Bon, puis après, il y a toujours quand même l'idée que tout est lié au sexuel, donc il est orienté sur la piste. D'ailleurs, mais là, il n'y a pas de sexuel comme dans le cas Caterina. Dans le cas Caterina, on est dans le franchement sexuel. Tandis que là, on est dans l'histoire Maintenant, on verrait les choses autrement parce qu'il y a un abus. C'est la première chose. Bien sûr qu'on ne pourrait pas faire une analyse maintenant. Enfin, je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais quand il y a un abus, on ne peut pas. Il faut d'abord le repérer. Oui, bien entendu. Il faut le nommer. Puis là, bon, ce n'est pas des circonstances où il pouvait le faire, puisque ce n'est pas dans le cadre d'entretien avec... Oui, Éric Laurent, à un certain moment, il a dit que de nos jours, avec le cas Caterina, la chose serait résolue autrement. Il aurait appelé le SPJ et puis il aurait résolu la chose. Le préfet de police, oui, je ne sais pas si c'est beaucoup mieux, mais en tout cas, la question de repérer l'abus est importante. Oui. Mais non, mais ça peut rester dans la parole, il n'y a pas besoin d'appeler la police. Mais désigner l'abus. Parce que sinon, alors on est pris dedans. Oui, Freud n'a pas désigné l'abus dans cette histoire. Oui, parce que ça se faisait. C'est comme s'il y avait quelque chose d'ordinaire. Franchement, moi j'ai travaillé à Münzingen, dans le canton de Berne, où il y a de très belles fermes isolées. Ces fermes isolées sont des petits
des univers fermés sur eux-mêmes, où il y a Clanique. très souvent clanique, avec un patron qui couche un peu avec tout le monde. C'est souvent comme ça, n'est-ce pas? Et ça, Il y avait quelque connu. chose de culturel. C'était connu que dans ces fermes, il se passait des choses. Voilà, exactement. Aujourd'hui, ça devient un peu... c'est un scandale. Vous avez ce Epstein là, qui s'est suicidé. Je dis, bon, oui, c'est autre chose, mais je dis, mais Louis XIV faisait ça, et puis les gens trouvaient ça très bien. Mais, non, vous voyez, comme chez les époques, le type, voilà, il allait à Einstein prison. n'est pas Louis XIV. Il n'est pas Louis XIV, mais c'était un riche, c'était un milliardaire, Ouais. etc. Et il est au jet ancien set. que Louis XIV. Jusqu'à qu'on découvre, on peut dire, hop là, c'est-à-dire, à Louis XIV, ça passait, avec monsieur, le frère de Louis XIV aussi, donc des choses étaient autrement, donc étaient vues. Je pense que c'est pour ça que Freud n'a pas réagi de Oui, manière c'est un peu péremptoire. Oui, oui, mais enfin, c'est heureux qu'on puisse désigner la Oui, bulle oui, tout et à puis fait. mettre des limites. Épicrise. Je ne voudrais pas sous-estimer le cas de maladie raconté ici, bien qu'il corresponde à une petite hystérie légère et ne dispose que de symptômes peu nombreux. Il me paraît au contraire instructif que même une telle affliction, indigente en tant que névrose, nécessite autant de présupposés psychiques. Et en prenant compte cette histoire de malade, je suis tenté de la poser en modèle d'un certain type d'hystérie, à savoir la forme d'hystérie que même une personne sans charge héréditaire peut acquérir du fait d'expériences appropriées. Notez bien, je ne parle pas d'une hystérie qui serait indépendante de toute disposition. Une telle hystérie n'existe vraisemblablement pas. Mais nous ne parlons d'une telle sorte de disposition qu'une fois la personne devenue hystérique, la disposition n'ayant été confirmée par rien auparavant. La disposition névropathique, comme on l'entend habituellement, est autre chose. Elle est, dès avant l'entrée de la maladie, déterminée par le degré de charge héréditaire ou par la somme d'anomalies psychiques individuelles. Chez Miss Lucy R., rien de ces deux facteurs n'a pu être mis en évidence, pour autant que je sache. Son hystérie peut bien être nommée hystérie acquise, et celle-ci ne présuppose rien d'autre que l'aptitude vraisemblablement très répandue à acquérir de l'hystérie, aptitude dont nous détectons encore à peine les caractéristiques. Mais dans de tels cas, le poids principal repose sur la nature du trauma, naturellement en cohérence avec la réaction de la personne envers le trauma. Il s'avère être une condition inéluctable à l'acquisition de l'hystérie que naissent entre le moi et une représentation qui l'approche un rapport d'inconciliabilité. J'espère pouvoir montrer ailleurs comment divers troubles névrotiques résultent des divers procédés dans lesquels s'engage le moi pour se libérer d'une telle inconciliabilité. Le mode hystérique de défense, pour lequel justement une aptitude particulière est requise, consiste alors en la conversion de l'excitation en une innervation corporelle. Et le gain est ici que la représentation inconciliable est repoussée hors du moi conscience. À la place, la conscience du moi contient la réminiscence corporelle née par conversion, dans notre cas, les sensations olfactives subjectives, et souffre de l'affect qui justement s'attache plus ou moins nettement à ces réminiscences. La situation qui est ainsi créée n'est désormais plus modifiable, étant donné qu'est supprimée par refoulement et conversion la contradiction qui aurait invité à la liquidation de l'affect. C'est ainsi que le mécanisme qui engendre l'hystérie correspond d'une part à un acte de pusillanimité morale et se présente d'autre part comme un dispositif de protection qui est aux ordres du moi. Il existe suffisamment de cas où il faut avouer que la défense contre le surcroît d'excitation par production d'hystérie était aussi à ce moment-là ce qu'il y avait de plus conforme à la finalité. Plus fréquemment, on arrivera naturellement à la conclusion
qu'un plus grand degré de courage moral aurait été un avantage pour l'individu. Le moment proprement traumatique est par conséquent celui où la contradiction s'impose au moi et où celui-ci décide de bannir la représentation contradictoire. Par un tel bannissement, cette dernière n'est pas détruite, mais seulement repoussée dans l'inconscient. Lorsque ce processus a lieu pour la première fois, un noyau et point central de cristallisation se trouve ainsi constitué pour la formation d'un groupe psychique séparé du moi, centre autour duquel se rassemble par la suite tout ce qui aurait comme présupposé l'acceptation de la représentation antagoniste. Le clivage de la conscience dans ces cas d'hystérie acquise est donc un clivage voulu, intentionnel, tout au moins souvent introduit par un acte de volonté. À vrai dire, il se passe autre chose que ce que l'individu a comme intention. Il voudrait supprimer une représentation, comme si elle ne lui était jamais parvenue, mais il réussit seulement à l'isoler psychiquement. Dans l'histoire de notre patiente, le moment traumatique correspond à cette scène que lui fit son directeur à propos des enfants qu'on embrassait. Pourtant, cette scène reste pour un temps sans effet visible. Peut-être l'humeur dépressive et la susceptibilité ont-elles commencé avec elle, je n'en sais rien. Les symptômes hystériques n'apparurent que plus tard, à des moments que l'on pourrait qualifier d'auxiliaires et que l'on caractériserait volontiers par le fait que confluent en eux temporairement les deux groupes psychiques séparés, comme dans la conscience somnambulique élargie. Le premier de ces moments dans lesquels a eu lieu la conversion fut chez Miss Lucy R, la scène à table, lorsque le chef comptable voulut embrasser des enfants. Ici, le souvenir traumatique entra en jeu et elle se comporta comme si elle n'avait pas détaché d'elle tout ce qui se rapportait à son inclination pour son patron. Dans d'autres histoires de malades, ces divers moments coïncident, la conversion se produisant immédiatement sous l'action exercée par le trauma. Le deuxième moment auxiliaire répète à peu près exactement le mécanisme du premier. Une forte impression réinstaure provisoirement l'unité de la conscience et la conversion emprunte la même voie que celle qui s'était ouverte la première fois. Ce qui est intéressant, c'est que le symptôme apparu en second couvre le premier, de sorte que celui-ci n'est pas ressenti clairement avant que celui-là ne soit éliminé. Ce qui me paraît également remarquable, c'est l'inversion de l'ordre de succession auquel même l'analyse doit se plier. Dans toute une série de cas, il m'est arrivé des choses similaires. Les symptômes apparus ultérieurement couvraient les premiers, et seul le dernier, auquel parvenait l'analyse, détenait la clé de l'ensemble. La thérapie résida ici dans la contrainte qui imposa l'union du groupe psychique séparé par le clivage avec le moi conscience. Curieusement, le succès n'alla pas de pair avec le degré de travail fourni. C'est seulement lorsque le dernier morceau fut liquidé qu'intervint une guérison soudaine.